Chapitre 4. Le postino. Lazzaro se pencha avec difficulté à la fenêtre de la maison basse pour bloquer les lourds volets de bois. L'aube était fraîche. Il avait été réveillé quelques minutes auparavant par des bruits inhabituels de carrioles et de voix. Il s'était habillé à la hâte et résigné à faire ce qu'il détestait le plus, sortir dans la rue le ventre vide. Par la fenêtre, il contempla un moment la rue qui menait à la mer et celle plus large qui s'enfonçait dans le centre-ville. Puis il ouvrit la porte qui grinçait sur ses gonds, attendit un instant pour vérifier que sa mère, sourde comme une enclume, ne s'éveillait pas. Au dehors, dans les frémissements de la lumière naissante et ceux de la brise de mer qui se levait toujours avec le soleil, Lazzaro ferma les yeux pour profiter de l'instant. Marsilia était si belle lorsqu'elle dormait encore, lorsque le seul bruit qu'elle faisait était celui du ressac, sa respiration régulière et profonde. Cette transparence de l'air, cette douceur des coloris, cette odeur de mer vivante était comme le corps de sa patrie, un corps qu'il prenait le temps d'étreindre ce matin fugitivement avant de s'abandonner à l'activité du jour. Oui, il y avait un Lazzaro solitaire, contemplatif, silencieux, paresseux, esthète et sage, un Lazzaro qui effleurait comme ce matin l'âme essentielle des choses et qui en retirait un immense bonheur de vivre, que le consigliere Calbi devait enfermer à double tour, cadenassé au fond de lui-même. Ce matin, c'était l'heure de la promenade de ce prisonnier intérieur. Le consigliere n'avait pas encore pris du service, et par la porte ouverte, il le laissait s'échapper un moment, se dégourdir le cœur. Un nouveau bruit de carriole remit cependant le consigliere en fonction, et le bruit du ressac et la lumière de l'aube disparurent tout à coup de la conscience de Lazzaro. Que faisaient ces paysans sur la route de la ville? Ce n'était pourtant pas jour de marché. La carriole qui s'avançait dans sa direction était emplie de meubles et d'effets personnels. Un couple et 2 grands enfants s'entassaient à l'avant, tandis que 2 mioches qui paraissaient frigorifiées étaient juchées, mornes et les yeux battus, à l'arrière. Lazzaro héla le conducteur, qui arrêta non sans mal les 2 mules qui regardaient effarés le paysage urbain. « Hola, signore, dit Lazzaro. Qu'est-ce qui vous amène de si bon matin en ville, avec armes et bagages ?»« Ma femme ne voulait pas rester, expliqua l'homme, et nos voisins avaient déjà décidé de partir. On leur a emboîté le pas. »« Pourquoi ?»« Le zoccolo, signore. Les fumerolles, les craquements, les grondements, les tremblements, l'odeur de soufre. Ça vous porte sur les nerfs au bout d'un moment. On a l'impression qu'il va se mettre en colère, que ça peut arriver n'importe quand. » « Les signes s'intensifient depuis la mort du roi ?»« On ne dort plus, signore. Le jour encore, ça se supporte, mais la nuit, on dirait que le ventre gargouille de plus belle. On a l'impression d'être niché sur le dos d'un dragon, vous comprenez ? Ma femme n'est pas rassurée. »« Et où allez-vous ?»« J'ai un frère en ville qui peut nous héberger un moment, le temps que ça se calme. Les voisins sont partis aussi. »« Bon courage, signore. N'hésitez pas à aller voir le consigliere Calbi au palazzo si vous avez des problèmes. »« Merci, signore. Que la journée vous soit clémente. » Lazzaro suivit des yeux la carriole jusqu'à la voir disparaître, mais lorsque le calme revint dans la rue, il n'était plus d'humeur à traîner. La régence de Gemma, c'était principalement lui qui l'exerçait, mais sans les prérogatives qui allaient avec. Non content de devoir répondre à toutes les sollicitations, réfléchir à tous les problèmes et travailler tout le jour, il devait encore attendre le bon vouloir de la principessa, lui soumettre humblement ses idées et se heurter à ses caprices. Il fallait également la seconder dans des projets qu'il jugeait au mieux inutiles, comme ces stupides cérémonies à la Grotta dei Morti, et au pire franchement importuns, comme la décision qu'elle venait de prendre d'installer la cour à la Villa Lorenziana, ce qui impliquait des démarches et des complications de tous ordres. Lorsque le courrier arriva 1 heure plus tard,
Lazzaro était en train de débarrasser son propre petit déjeuner et préparait celui de sa mère qu'il n'allait pas tarder à lever. Le postino était un garçon de 13 à 14 ans que Lazzaro voyait tous les jours et qu'il trouvait diligent et efficace. « Ciao, Luca. Tu as des lettres pour ma mère ?»« Non, pour vous, signore Calbi. » Lazzaro fut surpris, car son courrier lui arrivait en général au palazzo. Quand il reconnut l'enveloppe à la légère teinte mauve, engravée des armes des Albarregno, il sentit son cœur accéléré d'angoisse et de joie. C'était, ce ne pouvait être, qu'une lettre de Lorenza. « Merci, Luca. As-tu déjà envisagé d'être petite main au palazzo ?» Les yeux de Luca brillèrent de surprise. « Non, jamais, signore. Pensez-vous que ce serait possible ?»« Réfléchis-y, parle-en à tes parents, » lui dit Lazzaro. « Nous en reparlerons demain. J'aurai peut-être besoin de quelqu'un de confiance dans les jours qui viennent. » Le garçon avait 1000 questions au bord des lèvres, mais Calbi était déjà passé à autre chose et fermait déjà sa porte. Il entendit, dans la chambre de sa mère, les bruits familiers de son réveil, mais n'y prêta pas attention. D'une main impatiente, il déchira l'enveloppe, et la belle écriture de Lorenza apparut sous le papier mauve, comme une peau désirée sous des vêtements arrachés. Mon ami, je viens de terminer mes lettres pour Gemma et pour Fabio, comme on mange son pain noir, et je peux enfin vous écrire, à vous. Je vous remercie pour la délicatesse infinie de la lettre que vous avez écrite pour m'annoncer la mort de Ridolfo. Vous ne vous êtes pas adressé à moi comme si vous vous attendiez à une explosion de tristesse de ma part, et je vous en suis reconnaissante, car les mines compassées de tout l'équipage et leurs condoléances appuyées me jettent dans un profond malaise. Quand j'ai défroqué mon habit de reine, il m'a semblé que je pourrais enfin être moi-même, mais il n'en est rien. Les gens m'assignent à des émotions que je n'éprouve pas, et n'ont pas la moindre idée de celles que j'éprouve. Gaspard est tout le premier. Alors, à vous, j'espère pouvoir ouvrir mon cœur. J'espère que, de la même façon que vous n'avez pas reculé horrifié à la vue de mon sein, vous ne reculerez pas horrifié à la vue de ce qu'il contient. J'ai aimé Ridolfo, pendant nos fiançailles, avec l'enthousiasme d'une jeune fille écervelée. Je détestais tant mon milieu de marchand, ses éternelles affaires d'argent, son ordre établi et ses mœurs bien réglées. Ma passion de l'art, mon désir de liberté, se sont posés comme des rayons irisés sur Ridolfo et l'ont transfiguré. Pour moi, il était une porte de sortie rayonnante, l'incarnation de ce à quoi j'aspirais. J'étais belle, et il m'a choisie comme un metteur en scène distribuant ses rôles, parce que ma jeunesse, ma beauté, mon éducation, mon amour de l'art et ma famille de marchands seraient en tout point parfaits pour le rôle que j'avais à jouer. Un rôle de représentation dans un milieu d'esthètes, un rôle politique dans la cité. Je crois qu'il n'a jamais regretté son choix. Mais sitôt installé dans mon costume, sitôt sur scène, j'ai commencé à le voir pour ce qu'il était vraiment. Un aristocrate génial, un piètre époux, un roi irresponsable. Je ne peux pas dire quand j'ai cessé de l'aimer, mais cette lente dissolution de mon rêve de jeune fille était déjà bien entamée quand Ridolfo a commencé à me tromper. Je pense en réalité qu'il m'a toujours trompée, mais qu'il a simplement cessé de le cacher à un moment donné. Il n'a respecté qu'un temps mes pudeurs bourgeoises et ma vision de la famille, qu'il trouvait étriquée. Et puis, il y a eu des ballerines, des poétesses, des petites mains, une musicienne, une haute couturière. Les premières fois, ce furent des blessures d'amour, puis ce ne furent plus que des blessures d'amour-propre, et surtout, des blessures de mère. J'ai surtout souffert à travers Gaspare et Gemma. Quand Sofia Calvenzano l'a emporté loin de moi, à la Villa Ridolfina, j'étais presque soulagée, et s'il ne m'avait pas arraché mes enfants de loin en loin, j'aurais été plutôt heureuse. Le pire est advenu quand il a dégringolé. Lui, qui m'avait utilisée et trahi, lui qui m'humiliait ostensiblement devant sa cour émerveillée, lui qui me reléguait, comme une vulgaire marchande, aux tâches les plus ingrates de l'administration royale, pour garder jalousement les feux de la rampe, j'ai découvert que c'était à moi de le prendre en charge, de le soigner, de le porter à bout de bras,
de supporter son malheur, sa folie, sa saleté, sa haine, d'en avaler chaque jour une dose écœurante, de sentir son poids m'entraîner par le fond sans cesse. Je n'ai plus jamais eu un matin d'insouciance. Cet homme déchu dans la chambre contiguë de la mienne, cet homme larve, je vous l'écris en tout petit, comme un murmure. J'ai parfois souhaité sa mort. Mon deuil de lui était déjà fait, et de mon amour, comme d'un vin évaporé, il ne restait que la lie, une liqueur amère et épaisse qui vous collait à la bouche comme du sang, et que vous ne pouviez pas avaler. Lorsque j'ai lu votre lettre, j'ai immédiatement imaginé son corps plongeant dans l'abysse, ce poids mort dont je suis enfin délestée, descendant au gouffre. Et moi, enfin libre d'essayer de refaire surface. Lazaro, brûlez cette lettre après l'avoir lue, que votre large cœur soit le seul réceptacle de cet aveu. Par une étrange sorcellerie, il me semble pourtant d'une certaine manière avoir pris sa place. Comme lui, j'ai passé le relais du pouvoir. Comme lui, je suis enfermée dans une cabine étroite. Comme lui, je prends des drogues. Comme lui, je fais peser tout autour de moi la gravité du mal dont je suis atteinte. Comme lui, je suscite un secret dégoût, une horreur inavouable chez mes proches. Guaspare me fuit. Seule la petite main que vous m'avez donnée, Agnese, et l'étrangère à Eleanor me témoignent une sollicitude réelle et m'apportent de l'apaisement. Les premiers jours, la nausée m'a clouée au lit, mais depuis 2 jours, j'arrive à monter sur le pont de temps en temps pour regarder la mer. Je réfléchis beaucoup dans cet espace étroit. Les drogues d'Agnese me font parfois flotter entre 2 eaux, mais j'ai aussi des moments de grande clarté mentale. Le confinement de mon corps semble libérer mon esprit. Je vous écrirai bientôt pour vous parler de tout cela, mais je suis fatiguée à présent, et il me reste juste assez de force pour vous poser quelques questions. J'ai entendu dire que le Zoccolo avait envoyé dans le ciel une immense gerbe de feu, et qu'il grondait tous les matins, mais il circule tant de rumeurs absurdes dans les ports. Plus important, comment trouvez-vous Gemma? Elle et Fabio parviennent-ils à s'entendre? Vos soupçons sur mon fils ont-ils été dissipés? Et vous, mon cher Lazaro, avez-vous le temps de penser un peu à moi, dans vos journées que je devine surchargées? Il me semble que vos pensées, même lointaines, me sont d'un grand secours. Transmettez ma tendresse à Rigarda, et dites-lui que je lui écrirai bientôt. Parfois, je me dis que j'aurais dû laisser Guaspare à Marsilia et partir mourir avec vous. À vous, Lorenza. Tout en dirigeant ses pas, en fin de matinée, vers la dernière adresse, Luca observa plus attentivement l'enveloppe. C'était le même papier mauve que pour le signore Calbi, mais une autre écriture, plus ronde, moins stylisée. Alla Signora Santa, oubli, charme, onguent, rue de la Chevoire, Marsilia. Il y avait eu 2 autres enveloppes, destinées à la régente et à son frère, mais il n'avait eu que le temps de les apercevoir avant que des petites mains hautaines s'en saisissent pour les apporter en personne au palazzo. Depuis le temps qu'il travaillait comme postino, il avait toujours considéré les petites mains comme des demi-dieux, créatures amphibies capables de se mouvoir et de respirer dans les eaux irisées du palazzo, et qui, lorsqu'elles sortaient à l'air de la ville, paraissaient encore étinceler d'un ruissellement d'art. Aussi la proposition du consigliere lui trottait-elle dans la tête avec insistance, et le saisissait-elle de joie et d'effroi. Lorsqu'il poussa la porte de l'échoppe, il ressentit un curieux malaise, pas comme s'il plongeait dans des eaux merveilleuses, mais comme s'il pénétrait dans l'atmosphère ouatée et saturée d'un tombeau. La Signora Santa était dotée des plus étranges yeux verts qu'il eût jamais vus sur un visage, et elle le considérait avec une sévérité moqueuse depuis l'arrière obscur de son comptoir, où ses mains étaient occupées, comme des animaux autonomes, à un travail manuel non identifiable dont s'exhalait une odeur douceâtre. « Eh bien, vas-tu demeurer ainsi la porte et la bouche ouverte ?»« Non, signora, dit Luca vivement, en refermant derrière lui. J'ai une lettre pour vous. »
La femme, sans cesser le manège de ses mains, le regarda fixement tandis qu'il s'approchait pour déposer l'enveloppe sur le comptoir. « Mes mains sont occupées, dit-elle, et mes yeux ne voient plus très clair. » Luca la dévisagea, et d'une manière effrontée et sans malice, tendit la tête au-dessus du comptoir pour voir ce qu'elle faisait derrière. « Veux-tu bien rester à ta place, Postino ? On ne regarde pas derrière le comptoir des dames. »« Si vous n'y voyez plus, je peux peut-être vous aider, » dit-il avec simplicité, tout en balayant du regard les étagères recouvertes de pots et de fioles. « On raconte en ville que vous êtes un peu sorcière, » ajouta-t-il. « Est-ce vrai ?»« Oui, » dit-elle calmement. « Oui, je peux vous aider, ou oui, vous êtes un peu sorcière. »« Tu pourrais me faire la lecture de cette lettre pendant que j'ai fini mon travail. Et ensuite, si tu as bien lu, je répondrai à ton autre question. Et comme tu es manifestement agité par une décision qui te taraude, je te ferai l'aumône d'un conseil. Un conseil de Strega. » Luca réfléchit un instant. Il avait fini sa tournée, et cette femme aux yeux verts était de loin la personne la plus intéressante qu'il eût rencontrée de la matinée. Il se saisit de l'enveloppe et, avec précaution, la déchira proprement pour sortir la lettre. « Attends, dit-elle. » Il la vit s'essuyer rapidement la main et toucher l'enveloppe du bout de ses doigts, puis appuyer dessus comme si elle voulait en exprimer l'encre. Un sourire vague illumina ses lèvres, faisant comme une éclaircie dans son visage. « Ma fille, » murmura-t-elle. Puis elle se reprit, ses lèvres minces revinrent à leur position austère, et elle émit un petit claquement de langue impatient. « Allez, lis, qu'attends-tu » Le postino s'éclaircit la voix et lut d'une voix fraîche et claire, en mettant le ton comme s'il lisait un roman. « Mère, il me semble que l'intervalle de temps qui nous sépare est immense, et j'ai peine à croire que cela ne fait que 2 semaines que nous avons mis à la voile. Mais vous m'avez enseigné que le temps déborde de toutes les mesures, et j'accepte donc ce que je sens. L'enfance est restée à quai, tandis que la vie m'emporte bien loin. Bien haut serait peut-être plus juste, car si la libertà évolue le long de l'horizon, je sens que mon voyage intérieur, lui, est un envol. Le prince ne respire que pour moi, voit le monde à travers mes yeux, et mon corps est son temple. Il en vient à délaisser parfois ses responsabilités de capitaine, et cela crée des frictions avec l'équipage, ainsi qu'avec la reine, dont j'arrive, grâce à vos enseignements, à apaiser les douleurs et qui me veut à ses côtés à tout instant. Mais je laisse là ces sujets, qui ne vous intéresseront pas. Il y a sur le bateau 2 femmes qui disposent d'un pouvoir à la fois semblable au nôtre et différent. La femme des montagnes, Aélénor, vient souvent visiter la reine. Je ferme ma bouche et ouvre les yeux, comme vous me l'avez enseigné, et je joue pour elle la comédie de la petite main dévouée. Elle ignore, je crois, ce dont je suis capable. J'ai perçu, en touchant ses effets personnels, les reflets d'une puissance qui m'est inconnue, et qui me semble passer par la parole et par l'esprit, plutôt que par les mains et par les choses. Lorsque la douleur résiste aux drogues et au massage, ces paroles graves, étranges à entendre, parviennent à la museler. La reine et elle passent de longs moments ensemble, mais je suis le plus souvent exclue de ces entretiens. Et puis, il y a à bord une prêtresse de la mer. Je sais que vous vous êtes souvent moqué de moi lorsque je me rendais au temple de Porphyre, et je sais aussi le peu de crédit que vous accordez aux religions en général. Cette mare-là, cependant, s'est entichée de moi. J'ai même cru au départ qu'il s'agissait d'une fantaisie érotique. Mais il s'avère que ce sont mes yeux verts, caractéristique fondamentale de sa déesse, qui l'ont fascinée. Elle m'a proposé de suivre son enseignement et de la rejoindre tous les jours, à l'aube. Pour l'instant, elle m'a appris à demeurer parfaitement immobile et à perdre peu à peu la conscience de mon corps. Ce matin, j'ai ressenti comme un étrange décrochement, comme si mon esprit parvenait à s'extraire de la chair comme d'une gangue mûre. La sensation était vertigineuse et n'a pas duré longtemps. Cependant, cette expérience me fait penser que la prêtresse peut me transmettre une partie de son pouvoir. Elle parvient à imposer le respect par la force du regard, et il me serait bien utile de pouvoir tenir en respect tous ces mâles solitaires qui me font l'effet de bêtes brutes prêtes à se jeter sur moi. Je pense à vous, ma mère.
à ce que les hommes vous ont fait subir dans votre pays de pilleurs et de violeurs, et que vous ne m'avez jamais dit. J'ai entendu le prince dire que nous allions passer au large des îles Cornog, et j'ai obtenu de lui que nous nous y arrêtions, sous prétexte d'avitaillement. Je voulais voir de mes yeux les rivages qui vous ont forgés. Je vous dirai ce que je suis parvenu à apprendre, car je ne fais que cela, auprès du prince, auprès de la reine, auprès de la femme des montagnes, auprès de la prêtresse de la mer et dans le berceau de notre lignée. Apprendre, c'est une soif qui ne s'arrête plus, et je ne sais plus si j'ai soif de savoir ou de pouvoir, car les deux me paraissent aujourd'hui indiscernables. Je vous espère en bonne santé, et vous écrirai dans quelques jours, votre humble fille, Agnese. Postino, dit Santa après un silence, je vais te poser une question, et tu vas bien réfléchir avant d'y répondre. Si ta réponse me convient, je te donnerai, en plus de mon conseil, un charme des chances. Je suis prêt, dit Luca. Que te semble, mon fils? Cette lettre prouve-t-elle que ma fille et moi sommes des sorcières? Luca eut une réponse toute prête qui faillit jaillir de ses lèvres, mais il se souvint à temps de la recommandation de Santa. Pourquoi lui posait-elle cette question, dont la réponse paraissait trop évidente? Il me semble, dit-il avec un ton de fausse désinvolture, tout en repliant le papier avec soin, que je ne vois pas du tout de quelle lettre vous parlez. Santa eut un petit rire sec qui pétilla comme une flambée. Ta réponse me convient, Postino. Expose-moi ta situation. Luca commençait à penser que c'était son jour de chance. Le signore Lazzaro Calbi m'a demandé de réfléchir à la possibilité de devenir petite main au palazzo. Je ne sais si je dois le prendre au sérieux et accepter sa proposition. Voici mon conseil, Postino. Accepte. Les aristocrates sont des imbéciles, mais le signore Calbi est un homme avisé qui a reconnu en toi les qualités que j'ai vues moi-même. Son offre est honnête et tu feras probablement du chemin au palazzo si tu sais tenir ta langue et ouvrir tes oreilles. Luca sourit. Merci pour votre conseil, la mère. Et mon charme de chance, demanda-t-il sans gêne. Santa se dirigea, sans se presser, vers un coffre dont le couvercle, en s'ouvrant, dégagea de puissants effluves de bois de santal. Luca, avec curiosité, s'approcha et regarda par-dessus l'épaule de la strega. « Tu n'as pas peur de moi, Postino ?»« Non, signora. »« C'est une erreur. Tu devrais avoir peur de moi, car je pourrais te donner un charme maléfique ou te faire respirer les vapeurs d'un poison mortel. »« Et moi, la mère, je pourrais vous assommer ou vous tordre le cou, » dit Luca sans se départir de son sourire. Santa fit à nouveau claquer sa langue et farfouilla plus avant dans son coffre avant de se relever. Elle avait déniché tout au fond un médaillon représentant un petit visage hilar, finement sculpté dans une pierre blanchâtre, légèrement translucide. « Tiens, celui-ci te va bien. Si tu me fais confiance, accroche-le à ton cou. » Le garçon saisit délicatement l'objet. « Comment puis-je être sûr que ce charme n'est pas maléfique ?» demanda-t-il. « Tu ne peux pas, » dit-elle. Luca la regarda un instant. « Je n'ai pas de chaîne ni de ruban pour l'accrocher, dit-il. « Et alors ? Vous n'en auriez pas un ? Je ne suis pas bijoutière, ni mercière, mais je peux te vendre un onguent si tu veux, ou de l'oubli. » Luca empocha le médaillon et posa ses yeux rieurs dans les yeux verts qui le toisaient. Puis, après un petit salut de la main, il sortit avec précipitation, comme s'il avait peur que la strega ne se ravise, ne le rattrape, ne lui fasse rendre le médaillon, le conseille, et surtout ne fasse tourner la chance en sa défaveur. Une fois sorti, il remonta la rue de l'Achevoire et, au détour de la rue, s'immobilisa en vue du palazzo. Le gigantesque bâtiment eût certes mérité une esplanade ouverte, permettant d'admirer les décorations sans nombre de ses façades, l'harmonie de son ensemble et ses proportions colossales. Mais le palazzo, adossé à une falaise d'un côté, au bord de la mer de l'autre, était de surcroît étranglé dans la ville qui avait poussé anarchique tout autour de lui.
Si ces étages supérieurs étaient visibles depuis la Grotta dei Morti et depuis la mer, la Porta Prima, les escaliers monumentaux et la majeure partie des façades basses étaient comme des monstres énormes qu'on ne pouvait voir qu'à travers l'ouverture étroite d'une caverne, son corps d'une effroyable beauté, comme s'il craignait de choquer la vue des mortels, se cachait derrière les toits, les maisons et les temples. La perspective en était toujours bouchée, et lorsque l'œil parvenait à en attraper un somptueux aperçu, c'était toujours avec le regret de ne pouvoir embrasser sa forme entière. Le palazzo était la beauté elle-même, toujours entrevue, toujours fugitive, à jamais inaccessible, laissant au cœur de chaque Marsilien le désir et le regret de son corps à la fois présent et absent, réel et imaginaire, dans lequel on pouvait pénétrer, mais qu'on ne pouvait jamais voir. Luca buvait des yeux chaque parcelle du palazzo et suivit goulûment le déplacement d'un groupe de petites mains qui, dans des robes colorées et légères, descendaient presque en volant les marches de la Porta Prima. Il éprouva un pincement de joie, et le petit visage hilare, dans l'ombre de sa poche, éclata d'un rire invisible.